Le Congo vient de perdre l'un de ses dignes fils, en l'occurrence le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République. Quelle évocation faites-vous de sa modeste personne? J'ai appris cette nouvelle avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse. D'abord parce que Pascal Lissouba, c'est un grand homme politique de ce pays qui a marqué d'ailleurs les premières années de ce qu'on appelait la révolution avec le président Alphonse Massamba Deba. Il a été Premier ministre, ensuite est arrivé la conférence nationale, il a été démocratiquement élu en 1992. Et moi j'avoue personnellement que dans cette vision de l'homme politique, Pascal Lissouba, je dissocie un peu pour la période récente, la période de la conférence nationale, l'après-conférence nationale, avec ce que l'on a vécu. Je crois que vous savez qu'on a vécu ce débat assez difficile de l'article 75, après ce qu'on appelait modification au niveau de l'Assemblée nationale, après une motion de censure, ce qui fait que, à peine élu, le président Lissouba devait faire face à une situation extrêmement difficile, et il a mis en place un gouvernement de 60-40 pour lequel j'étais ministre du développement industriel chargé de la pêche et de l'artisanat. Donc j'ai eu l'occasion de connaître l'homme, de l'approcher, de travailler avec lui et d'avoir une meilleure appréciation de ce qu'il était. Et moi j'ai découvert que c'était un travailleur, un visionnaire, qu'il avait beaucoup d'idées. D'ailleurs les Congolais en ont découvert plusieurs, comme servir et non se servir, comme faire du Congo une petite Suisse. Certaines idées ont été mises en pratique et ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat de partage de production au niveau du pétrole. Et vraiment un homme d'écoute avec lequel j'ai eu, au-delà de ses lourdes responsabilités, l'occasion de discuter assez régulièrement, tout en sachant que c'est particulier, parce que j'étais de l'opposition et il était au pouvoir. Et vous savez que dans ce pays, généralement, quand ça se produit, on pense qu'on est corrompu. Quoi, il n'y avait aucune idée. Ça se passait vraiment dans le respect des idées des uns et des autres. Et ça, j'avoue que j'en garde un excellent souvenir. Et quelles sont les vertus que vous avez gardées de lui? J'ai dit, c'est un homme de dialogue, un homme d'écoute, un travailleur, un visionnaire. Et il avait une vision pour ce pays. Mais cette vision, à mon avis, les Congolais l'ont très mal interprétée, parce que nous sortions de la conférence nationale où nous avions fait un bilan qui était extrêmement négatif, où on s'est écrié plus jamais ça, plus jamais ça. Et la transition qu'on avait envisagée après la conférence nationale, j'ai trouvé qu'elle était assez courte, parce qu'un an, ça ne permettait pas de résoudre tous les problèmes et tous les défis qui avaient été relevés. Mais je crois que le président Pascal Lissouba, je suis désolé et je regrette qu'il soit mort en exil. C'est le troisième président, un de nos présidents, le troisième qui meurt en exil, et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ces différentes situations pour que nous soyons reconnaissants, que l'on sache qu'il y a une vie après la présidence de la République, et cette vie, on peut convenablement et très bien la passer dans son propre pays. Justement, en votre qualité d'économiste, quel enseignement tirez-vous de lui, de ce monsieur? Bon, le premier enseignement, je vous ai dit, c'est le contrat de partage de production qui a permis d'améliorer significativement nos ressources en matière de pétrole. Et je crois que les gens, le pouvoir qui est venu après, en a largement profité. Le président Lissouba, quand il est venu, il y avait déjà un grand problème qui avait été mis en exergue à la conférence nationale, c'est que le Congo était lourdement endetté. Et le défi, le point qui avait été fait, c'est que, parce que nous étions pratiquement le pays le plus endetté par tête d'habitants. Et on s'était rendu compte que la dette constituait un lourd handicap au problème de développement. Et le président Lissouba, quand il est arrivé, d'ailleurs moi j'étais ministre déjà avec le premier ministre André Milongo, nous avions des arriérés de salaire. Donc entre autres héritages, au-delà du fait que les caisses étaient vides, ben, il prenait un pays
avec des arriérés de salaire, des arriérés de pension, des problèmes difficiles ici et là. Et il a pris le courage de rentrer en négociation avec le Fonds monétaire international. Au début, les négociations ont été dures, mais progressivement, elles ont commencé à donner un certain nombre de fruits. Malheureusement, ça a été un peu arrêté par les événements du 5 juin 1997, d'autant que nous allions vers une élection. L'autre point positif que je relève, c'est cette tolérance et cette écoute. Vous voyez, il se battait parce qu'il y avait beaucoup de tensions dans le pays et il se battait pour mettre en place une organisation pour une élection libre, démocratique et transparente en 1997. De sorte qu'il a réussi à faire en sorte que les acteurs politiques se retrouvent. Le recensement administratif spécial, c'est pas maintenant qu'on en parle. Déjà à l'époque du président Lissouba, ça devait être fait de façon consensuelle. La détermination d'un code électoral fiable, on en a parlé, etc. Malheureusement, tout ce qui était mis au point. Et je vous rappelle un petit détail qui est important dans l'histoire de notre pays. Quand Ganao, David Charles Ganao, Premier ministre, annonce que son gouvernement va organiser les élections. Mais c'est le PCT qui fait une déclaration forte pour dire qu'il nous faut une commission électorale indépendante qui s'oppose à ce que ce soit le gouvernement qui organise cette élection de 97 et qui finit par faire une déclaration que les Congolais ont tendance à oublier. Un démocrate sincère ne doit pas avoir peur d'une commission électorale indépendante. Je le rappelle parce que jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour la commission électorale indépendante et ceux qui hier pensaient qu'il fallait la mettre en place, aujourd'hui ne veulent pas la mettre en place, et estiment que c'est le gouvernement qui doit organiser les élections. Donc vous voyez bien que donc c'était des aspects à mon avis qu'il faut regarder. Et à l'époque, également, sous le président Lissouba, il y avait des négociations de paix ici, qui étaient faites sous le patronage de Frédéric Maillot, qui était à l'époque le directeur général de l'UNESCO. Nous nous en rappellerons. Donc, il y avait une situation certainement difficile, mais il y avait des dispositions qui étaient prises pour essayer de surmonter ça et essayer de relever les défis qui se posaient au pays. Et quel est votre message de réconfort à l'endroit de la famille biologique? Bon, moi je souhaite, vous savez que c'est une épreuve toujours très difficile. Encore que je dis, je l'ai dit quand ma propre mère est morte, les gens de ma génération, je ne sais pas s'ils atteindront 88 ans. Je ne sais pas s'ils atteindront 88 ans. Pour moi, je considère en tant que chrétien, c'est déjà une grâce de Dieu que le président Lissouba ait pu vivre jusqu'à 88 ans. Mais en dépit de ça, chaque fois qu'on perd un être cher, quel que soit son âge, on le ressent toujours très durement. Donc moi, je leur souhaite de s'armer de courage pour surmonter cette épreuve, surtout aux enfants. Mais je souhaite surtout pour les enfants qu'ils héritent du président Lissouba son côté travailleur, son côté homme d'écoute, son côté dialogue. Et je crois que ça serait une très bonne chose.